La loi Sempastou, donc c'est la loi du nom du député Sempastou, mais on n'a pas, elle donne lieu à un dispositif dont il n'y a pas d'autre nom. Les lois Pisani, elles ont donné lieu au droit de préemption des affaires, mais la loi Sempastou s'appelle la loi Sempastou et tout le monde continue à l'appeler comme ça, même si Monsieur Sempastou d'ailleurs n'a pas été réélu aux dernières élections. Et donc son vrai nom, c'était proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Alors, j'essaye de recaler ça d'un tout petit point de vue historique pour que vous compreniez bien là où on est. Alors, je ne vais pas remonter au XVIe siècle, mais on a au courant des années 2010 des opérations euh, qui visent à contourner la régulation des terres, soit par la SAFER, soit par le contrôle des structures. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a deux faits qui vont défrayer un peu la chronique et qui vont atteindre, on va dire, les médias grand public en 2014. Il y a un consortium chinois qui achète 1700 hectares en Indre-et-Loire. Et voilà, et donc c'est raciste, mais ça a été mentionné comme les Chinois dans le Berry, donc je le reprends avec des guillemets. Et une autre structure qui a défrayé la chronique, pas forcément pour une question foncière, mais qui utilisait à peu près le même système que ce consortium, c'est la ferme des Mille Vaches qui a constitué les surfaces d'épandage de sa ferme en rachetant des parts sociales de sociétés civiles immobilières. Et donc dans les mêmes cas, ce qui se passe, c'est que auparavant, quand on voulait contourner la SAFER, soit on vendait l'usufruit en gardant la nue propriété, on revendait la nue propriété quelques années après, la SAFER ne pouvait pas intervenir là-dessus, soit on louait les terres à l'acheteur potentiel pendant quelques années et ensuite, comme il gagnait le droit de préemption du preneur en place, il pouvait éventuellement acheter les terres sans que la SAFER n'ait rien à y redire. Mais au moment de la mise à bail, il devait complaire au contrôle des structures et à la CDOA, et donc c'était un peu plus tangent. Donc, pour permettre le contournement de la SAFER, j'y reviendrai, on ne vendait plus des terres directement, on vendait des parts sociales de sociétés qui elles-mêmes possédaient ou louaient des terres. Donc, suite à ces deux opérations qui défraient la chronique, il y a une première tentative de réguler ça dans la loi Sapin 2. C'est une loi contre le blanchiment d'argent. On dit, bah oui, en fait, les détournements fiscaux, les parts sociales de société, ça participe un peu de la même chose. Donc, il y a des députés qui essaient de faire passer ça dans la loi Sapin 2 sur le blanchiment d'argent et c'est retoqué au Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Il y a une deuxième tentative à la toute fin du mandat de François Hollande. Donc c'est le député PS Dominique Potier qui fait passer une loi qui va porter son nom, la loi Potier, et qui donne un droit de préemption à la SAFER sur la vente partielle de parts sociales de société. C'est voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais le Conseil constitutionnel la retoque parce que la SAFER préemptant des parts sociales de société, ça peut forcer quelqu'un à s'associer avec la SAFER alors qu'il n'a pas envie de s'associer avec la SAFER, et ça vient à l'encontre d'un principe jurisprudentiel qui s'appelle l'affectio societatis. Je vous propose de ne pas s'arrêter là-dessus, mais en tout cas, c'est retoqué par le Conseil constitutionnel, non plus sur la forme comme en 2016, mais sur le fond. En 2018, donc après l'élection de Macron, le député Jean-Bernard Sempastou se voit confier avec Dominique Potier et une autre de ses collègues, elle aussi macroniste, qui s'appelle Anne-Laurence Pétel, une mission d'information parlementaire sur le foncier agricole, qui dit plein de choses, mais qui dit notamment qu'on a un problème sur les transmissions de parts de société. Cette loi est censée, enfin, pardon, cette mission d'information, le rapport de cette mission d'information est censé aboutir sur une loi foncière qui ne verra pas le jour, mais qui aboutit en 2021 sur le vote d'une petite loi dite sans passe-tout, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, qui est votée par les deux assemblées et qui donc va rentrer en vigueur, mais avec un délai assez important. Les décrets d'application sont censés paraître en 2022. En 2022, les décrets d'application ne vont pas paraître et on va voir que c'est très compliqué à mettre en œuvre et que c'est pour ça que ça a mis du temps à être mis en œuvre. Par contre, il y a une nouvelle opération qui arrive puisqu'il y a la vente dans la Vienne d'une méga ferme de plus de 2000 hectares
qui est vendue par des parts sociales de sociétés. Et en fait, ce qui est vendu, c'est une holding, donc une société qui elle-même possède d'autres sociétés. Donc ça, c'est la holding. Et cette holding, elle possède 12 sociétés civiles d'exploitation agricole, 12 SCEA, qui réunis ensemble louent plus de 2000 hectares. Et donc le rachat de la société mère holding permet l'acquisition enfin, l'accès à 2000 hectares à des gens qui, vous en doutez, ne font pas de l'agriculture paysanne dessus, puisque c'est une seule et même personne enfin, trois mêmes personnes qui vont gérer cette exploitation. Et donc, ça vient aussi remettre sur le devant de la table, sur le devant de la scène, pardon, ces questions de transfert de parts de société. Enfin, en 2023, et je m'arrête là, les décrets d'application de la loi sans passe-tout rentrent en vigueur et donc elle s'applique depuis 2023. Donc, je redézoome avant de revenir un petit peu plus précisément pour bien comprendre où on est. En France, il y a plusieurs façons d'accéder à l'usage des terres. La voie, entre guillemets, royale, la voie à laquelle on pense en premier, c'est le fait d'acheter des terres. Et donc, c'est le marché d'accès par les ventes. Ce marché, il se déroule chez les notaires. Il est régulé. Les marchés d'accès à l'usage des terres sont généralement régulés. Il est régulé par le droit de préemption de la SAFER, donc qui permet à la SAFER de s'insérer dans une vente éventuellement. Donne leur avis sur l'éventuelle préemption le comité technique de la SAFER, mais c'est bien la SAFER au niveau régional qui donne ou pas son avis pour la préemption et qui doit obtenir une validation de la DRAF. Et tout ça doit se dérouler en conformité avec le SDREA, sauf si la DRAF estime qu'il y a un intérêt supérieur au SDREA qui pourrait agir dans ce cas-là. Deuxième marché, qui est le marché auquel on ne pense pas forcément en premier, mais qui est le marché le plus important. 60% des terres environ en France sont en faire-valoir indirect, c'est-à-dire louées et non pas possédées par la personne qui les travaille. Et donc, le marché des locations agricoles est lui aussi contrôlé par un système qui s'appelle le contrôle des structures, qui fonctionne avec une autorisation administrative qu'on appelle l'autorisation d'exploiter, qui est délivrée par la DRAF avec la consultation de la commission départementale d'orientation agricole. Et là, par contre, c'est régulé avec une cohérence stricte avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles. S'il y a concurrence, s'il n'y a pas concurrence, l'autorisation d'exploiter est donnée de fait. Le marché émergent auquel s'attaque la loi sans passe-tout, donc s'appelle le marché des parts de société. Donc il s'agit de vendre généralement de manière partielle. Au lieu de vendre les terres, on vend une société qui elle-même possède ou loue les terres. Avec le statut du fermage, le fait de louer les terres pour une société lui donne un droit d'accès quasi éternel à ces terres. Et donc ça permet, en achetant 99% des parts d'une société qui elle-même contrôle des terres, ça donne l'accès à ces terres. Et jusqu'en 2023, ça n'était absolument pas régulé. Il y a un dernier marché d'accès à l'usage des terres qui, lui, n'est toujours pas régulé. C'est celui de la délégation intégrale de travaux. Je n'y reviens pas trop parce que ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est exactement ce que fait, par exemple, Alto, qui possède les chips Bretz, mais qui possède aussi une entreprise de travaux agricoles qui s'appelle Legumia, qui va cultiver ses patates sur les terres d'autres gens. On va mettre en valeur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares sans aucun contrôle ou sans aucune même visibilité pour l'administration à ce sujet. Alors, je ne vais pas vous détailler ce schéma parce que sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais pour vous dire que le contournement de la régulation foncière, c'est quelque chose voilà, qui est un sport national. Il y a plein de façons de faire. Donc là, c'est un schéma qui avait été fait par une stagiaire de Terre de Liens qui essayait de recenser toutes ces façons de contourner. Vous aurez le PowerPoint, vous pourrez jeter un œil à ça. Et donc, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'elle est inscrite et qu'elle assiste à ça, Adèle, mais merci Adèle pour ton travail si tu es dans la visio. Donc voilà un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est déjà, il y a plein de possibilités de contourner la régulation de l'accès à l'usage des terres. Alors, la transmission de parts sociales. Comment ça fonctionne? D'habitude, vous avez une ferme qui appartient à monsieur A ou madame A. Elle va chez le notaire et pour la vendre à une personne B. Le notaire donne l'information à la SAFER et la SAFER, pendant 2 mois, peut exercer son droit de préemption avec l'accord
de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Pour s'exonérer de ça, parce qu'on sait qu'il y a un voisin qui est prioritaire et qui pourrait vouloir préempter, ou demander la préemption à la SAFER plus exactement, on va faire autre chose, on va amener le foncier et par ailleurs d'autres choses de la ferme, hein, parce que si on amène les terres dans le patrimoine d'une SCA, la SCA, elle possède aussi des tracteurs, elle peut posséder des droits à produire, elle peut posséder une marque, elle peut posséder plein de choses. Mais on les met dans la société et on va vendre la société à la personne B, mais en gardant 1% de départ. Parce que quand on vend 100% de départ, la SAFER peut éventuellement intervenir, mais quand on vend 99 ou 97% de départ, eh bien, la SAFER ne pouvait pas intervenir. Et d'ailleurs, elle ne peut toujours pas intervenir en préemption, puisque le Conseil constitutionnel a jugé que ce n'était pas la bonne façon de faire. Donc la loi s'en passe tout, elle a décidé de passer par une autre façon de réguler. Donc on a dit la préemption de parts sociales de société, c'est inconstitutionnel. Et donc elle va utiliser le mécanisme de l'autorisation administrative, qui est le même mécanisme qui est celui utilisé pour l'autorisation d'exploiter, mais qui peut être aussi, par exemple, sur des secteurs stratégiques, quand on vend, par exemple, des chantiers navaux ou quand on vend une entreprise énergétique comme Alstom, l'État a le droit de regarder quelle est la cession et est-ce que ça va à l'encontre d'objectifs fixés dans la loi. Elle peut éventuellement se poser en disant non, vous n'avez pas le droit de vendre. Donc en gros, ce que l'État va contrôler, il ne va pas dire je me porte acquéreur à la place d'eux, ça c'est une préemption. La loi s'en passe tout dit vous avez le droit de céder ou pas les parts sociales de société au regard des objectifs fixés dans la loi. Donc, je suis désolé, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'aller de là et de vous amener à bien comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Donc, ça dit quoi? La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l'article L143.1 du Code rural, donc l'article L143.1, ça définit les terres agricoles préemptables par la SAFER. Euh, donc, cette exploitation, cette possession des biens est réalisée par une personne physique ou une personne morale qui détient déjà, directement ou indirectement, des propriétés ou la jouissance de biens. Donc ça veut dire que en gros, on va regarder ce que une personne physique, même si elle le possède à travers le contrôle de différentes sociétés, c'est-à-dire que vous pouvez posséder des parts d'une société qui elle-même possède des parts d'une société qui, elle, contrôle du foncier, et on va remonter à la source de savoir qui contrôle la société et et est-ce qu'il y a des terres, donc la personne physique qui est à un bout de la chaîne et les terres ou les bâtiments agricoles qui sont à l'autre bout de la chaîne. Pour contrôler une société, la loi dit qu'il faut posséder au moins 40% des parts de cette société. Donc voilà, si vous possédez 40% des parts d'une société qui elle-même possède 40% des parts d'une société qui elle-même loue ou possède du foncier, bah, vous êtes considéré comme contrôlant ce foncier. Et donc là, ça dit les biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif, ou une fois réalisée, la prise de contrôle détiendrait une superficie totale excédant ce seuil et soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. Alors, il y a des mécanismes dans lesquels je ne rentrerai pas qui permettent de travailler sur les prises de contrôle de surface dans des départements limitrophes ou même dans des départements un peu partout en France. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au moment où il y a une cession de part sociale d'une société qui contrôle du foncier agricole, si après cette cession, le bénéficiaire effectif, donc la personne qui contrôle, la personne physique qui contrôle la société, même si c'est indirectement par le biais de plusieurs sociétés écrans, si cette personne, à l'issue de la cession de départ ou avant la cession de départ, contrôle plus de surface qu'un seuil d'agrandissement significatif qui est sous arrêté préfectoral, qui est défini par l'arrêté préfectoral, alors il doit déclarer la cession de part à la SAFER. Il y a un petit encart, vous allez sur le site internet des SAFER au niveau national, vous avez un petit encart loi s'en passe tout, vous pouvez déclarer votre cession de part auprès de la SAFER. La SAFER va instruire la demande de cession de part, donner un avis à l'État, donc au service de la DRAF, éventuellement en disant nous serions d'accord s'il y avait telle ou telle modification apportée à l'opération. La DRAF peut
avec l'accord de la SAFER ou contre l'avis de la SAFER, donner l'accord de cession, ou dire donner un refus à la cession, ou donner un refus à la cession, mais en disant qu'elle donnerait l'accord si jamais une modification de l'opération était engagée. S'il y a une demande de modification, la SAFER est de nouveau consultée pour savoir si la modification lui complaît, et la DRAF a de nouveau la possibilité de donner accord ou non sur la cession de parts sociales. Et donc, en cas de refus, la cession ne se fait pas, mais voilà, le cessionnaire reste avec ses parts sociales sur les bras parce que ça a été refusé. En tout, au maximum des recours, ça ne peut pas prendre plus de 9 mois. Et sans avis donné par la DRAF, la cession est réputée autorisée. Alors, je ne vais pas détailler ce schéma, mais pareil, vous l'aurez ensuite. On pourra l'avoir si on a des discussions plus précises. Ça, c'est le schéma qui est donné par les SAFER sur les différents délais, les différentes étapes de l'application de la loi sans passe-tout. Je complexifie, pareil, sans rentrer dans le détail, parce que sinon ça va nous prendre un temps infini, mais pour vous montrer, voilà, ça c'est la notice explicative donnée par le ministère de l'Agriculture sur l'application de la loi sans passe-tout. Donc encore une fois, ça vous donne un petit peu l'idée de la complexité du dispositif qui a été mis en œuvre, et je vais y revenir parce que ça a son importance. Et d'ailleurs, j'y reviens tout de suite. Donc, cette loi sans passe-tout, elle est intéressante. Nous, on demandait un tel mécanisme depuis longtemps avec Terre de Liens, mais aussi la FNAB, la Confédération paysanne et d'autres partenaires, parce qu'on considère qu'on peut avoir des différends avec les SAFER, avec la gestion des SAFER, etc. Mais que c'est globalement un trésor national qui nous permet de garantir l'accès aux terres et qu'il faut absolument les préserver, même si on peut vouloir les voir évoluer. Le problème de la loi sans passe-tout, il est à plein de niveaux différents. Le premier, c'est que ses objectifs, puisqu'en fait, l'administration va donner un oui ou un non à une opération au regard d'objectifs et de savoir si l'opération va aller dans le bon sens ou aller dans le mauvais sens et faire une espèce de balance coût-bénéfice entre les différents objectifs. Mais ces objectifs qui sont listés ici, ils sont extrêmement flous. Favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitation, le renouvellement des générations, en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Contribuer à la souveraineté alimentaire, à l'époque, elle n'était même pas définie dans la loi, tendre à faciliter l'accès au foncier, de qui, de quoi, on ne sait pas, notamment en contrôlant le respect du prix du marché foncier local. Parce qu'il se trouve que les ventes de terres via les parts sociales se faisaient avec des surfaces et des prix plus importants que les mêmes terres vendues sur le marché notarial. Deuxième objectif, contribuer au développement du territoire et à la diversité de ses systèmes de production en regard en particulier des emplois créés et des performances économiques, sociales, environnementales qu'elle présente. Autant vous dire que l'administration peut dire oui ou non à n'importe quelle opération en se prévalant de tout ce globi-boulga qui n'est pas très précis. Donc, l'effectivité du contrôle est liée uniquement à la bonne volonté du préfet et de la DRAF de bien appliquer ça avec très peu de garde-fous, en sachant qu'il n'est pas fait mention du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Donc, la DRAF peut très bien s'en inspirer pour justifier sa décision, mais peut très bien passer outre sans aucun problème. Pour ce qui concerne la bio, il n'y a strictement rien sur la bio dans cette loi, à part le diversité des systèmes de production au regard des performances environnementales. Mais HVE peut très bien faire l'affaire, voire même des engagements encore plus fous pourraient très bien faire l'affaire pour l'administration là-dessus. Alors, si on revient, pourquoi nous, on n'est pas satisfait de cette loi et on continue à demander à ce qu'elle soit améliorée et précisée? La procédure est ultra complexe et donc quand c'est assez désagréable quand tout le monde nous rebat les oreilles avec des histoires de simplification et nous dit qu'il y a 14 procédures pour gérer une haie, quand on va voir les mêmes députés, les mêmes sénateurs pour leur dire est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier la régulation foncière, on nous dit ah non, non, surtout pas, il faut attendre, il faut évaluer. Ce truc est incompréhensible s'il n'y a pas un juriste ou un avocat pour se faire accompagner, c'est très très difficile à mettre en œuvre. Donc voilà, il y a un sujet de complexité de la loi qui la rend difficilement applicable.
Les seuils de déclenchement, donc les fameux seuils d'agrandissement excessif, on y reviendra après, ils sont assez hauts. Alors, j'ai pas remis mon PowerPoint, donc c'est pas 600 hectares pour un couple en Île-de-France. Je crois que c'est plutôt 500 et des brouettes, mais ça fait quand même des surfaces extrêmement importantes. Donc, toutes les opérations qui sont en dessous ne sont pas vérifiées ou la SAFER ne peut pas intervenir dessus. Les opérations familiales jusqu'au quatrième degré. Donc, quatrième degré, c'est petit cousin ou grand-oncle, si je ne me trompe pas, sont exonérés. Donc, on peut faire de la concentration familiale, je veux dire, si on a une famille avec des frères et sœurs qui ont chacun et chacune leur exploitation agricole, les enfants, les petits-enfants peuvent concentrer sans problème, sans qu'il y ait aucun contrôle. Les opérations à titre gratuit, bon, ça c'est un peu plus difficile de passer par là, mais on peut faire des dessous de table, sont aussi exonérés. Entre associés depuis plus de 9 ans sont aussi exonérés. Donc on peut être 5 associés dans une SCA, il en reste plus qu'un à la fin, pas de contrôle. Et les opérations directement traitées par les SAFER ne sont pas contrôlées non plus. Donc les SAFER sont jugés partis et peuvent vendre une prestation qui permet de concentrer les terres sans que personne ne puisse trouver à y redire. L'idée, c'est pas de dire que les SAFER vont systématiquement vouloir faire ça, mais c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas de garde-fou particulier sur tout un tas d'opérations. Deuxième problème, il y a un système de compensation qui a été mis en œuvre qui dit en gros, si vous êtes bénéficiaire effectif et que vous dépassez le seuil d'agrandissement excessif, mais que vous vous engagez à restituer des surfaces pour une installation, vous pouvez être exonéré sans problème. Sauf qu'il n'y a aucune condition de surface qui est mise en œuvre. Donc, si vous dépassez le seuil de 500 hectares et qu'en face, vous relaissez en face 1 hectare pour l'installation d'un maraîcher, techniquement, la loi dit que ça marche. Donc, ça permet quand même de faire pas mal de dérivatifs. Moi, j'ai eu des discussions, notamment en Sarthe, où on m'a vraiment expliqué que voilà, il y a des gens, ils dépassaient le seuil de 50 hectares et ils en rendaient une dizaine et ils avaient eu l'accord de la DRAF. La non-réponse vaut accord. Vous voyez bien la complexité du dispositif. On sait tous que les DRAF sont en sous-effectif chronique et ça ne va pas s'améliorer. Donc, si à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui est en congé maternité ou en arrêt maladie, eh bien, il est tout à fait possible qu'un dossier ne soit pas instruit et donc il y ait accord malgré tout. Dernier point un petit peu gênant, c'est que la SAFER qui instruit les dossiers n'a pas accès à ce qu'on appelle le registre des bénéficiaires effectifs. Et donc, en fait, les cessions sont faites sur la base des déclarations des cessionnaires. Mais si ces déclarations sont fausses, la SAFER n'a pas, qui est censée mener l'instruction et donc mener l'enquête, n'a pas les moyens légaux de vérifier si les déclarations sont vraies ou pas. On vous laisse imaginer des gens un peu mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à partir de là. Je termine rapidement donc sur les seuils, sur les seuils d'agrandissement significatif par région. Donc bravo les Bretons, le seuil le plus bas est en Bretagne, sauf Dom-Tom, et le seuil le plus gros est en Île-de-France. Et en fait, je vous ai dit des bêtises parce que avec un couple à deux, vous pouvez aller jusqu'à 685 hectares et non pas 611 hectares. Donc voilà, vous pouvez déjà concentrer des terres de manière assez significative avant d'espérer être embêté. Vous avez le lien qui vous amène vers les différents décrets qui fixent ces seuils d'agrandissement significatif selon les régions. Voilà, je passe. Un tout petit point avant de rentrer dans la discussion, j'espère que je ne suis pas trop en retard, Cécile, pour dire que l'avantage de cette loi sans passe-tout, c'est que le marché sociétaire maintenant est censé être déclaré auprès des SAFER, ce qui fait que les SAFER ont une vision à peu près correcte de ce marché. Et comme la non-déclaration peut amener à la nullité de la cession, on peut espérer que les déclarations sont plus sincères qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, où elles étaient aussi obligatoires, mais sans contrôle ni sanction particulière possible derrière. Donc, en 2023, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. Les chiffres 2024 devraient paraître en mai et il devrait y avoir une instruction du ministère de l'Agriculture en fin d'année qui donnera un bilan des premières années. Mais en tout cas, le seul bilan qu'on a aujourd'hui, c'est celui de 2023.
donc 8280 déclarations de cession de parts qui concernaient 7220 sociétés et 11 840 bénéficiaires. La surface totale concernée par cela était de plus de 900 000 hectares. Pour vous donner une idée, c'est deux fois le nombre de ventes de terres agricoles qui passent devant les notaires chaque année, pour une valeur de 1 853 000 euros, même si en fait on n'est pas capable de faire la différence entre le prix des terres et le prix du reste de ce qu'il y a dans la société, puisque encore une fois, vous pouvez vendre des tracteurs, des stocks quand vous vendez des parts sociales de société. Donc cette affirmation de valeur est compliquée à analyser. Euh, 7% des cessions de sociétés étaient des cessions totales, donc des ventes sur lesquelles la SAFER peut intervenir par préemption. 2 tiers de ces cessions étaient des sections familiales, donc qui n'étaient pas, entre guillemets, qui étaient déclarées, mais qui n'étaient pas contrôlables par l'administration. Et donc reste un tiers des cessions, donc 31%, qui étaient en faveur d'un tiers, ni parents, ni associés de la société, mais qui correspondent à peu près à un tiers des surfaces, mais à 55% de la valeur des cessions. Donc, ces cessions contrôlables par les SAFER sont des cessions de valeur plus importante pour surface équivalente. Voilà, mais on sait très bien que quand on cède, par exemple, dans la famille, on cède généralement pour moins cher que quand on cède en dehors de la famille. Et 1,3% des bénéficiaires de cession de parts étaient hors de France. C'est un tout petit clin d'œil parce qu'on a le Rassemblement national qui en ce moment est en train d'essayer de mettre des amendements sur une loi qui renforce les pouvoirs des SAFER pour pour empêcher l'intervention d'étrangers dans les marchés fonciers. Et il se trouve que ce taux de 1,3% de bénéficiaires de cession de parts hors de France est à peu près cohérent avec les transactions qui se font hors de France. Et donc, il n'y a absolument pas de péril jaune ou de péril rouge ou de péril noir ou de péril ce que vous voulez, américain, orange, en la demeure. Il n'y a pas d'accaparement des terres de l'étranger en France ou de manière extrêmement anecdotique, éventuellement dans des vignobles de prestige. Mais c'est le plus grand accapareur de terre dans le vignoble, s'appelle Bernard Arnault, donc il est malheureusement bien français. Donc il n'y a pas de problème avec les étrangers. Voilà. Un petit focus qu'on avait eu de la part de Centre-Val de Loire, qui est un endroit où il y a pas mal de cessions de parts de société qui se font dans des grandes, notamment sur des grosses exploitations de la Beauce. Et pour donner un tout petit peu une idée, il y avait eu 644 déclarations. 29 étaient concernés par une demande d'autorisation et il y avait eu seulement 2 avis défavorables. J'ai pas les détails, donc on ne peut pas se dire c'est juste parce que le marché correspond aux attentes du ministère ou est-ce que c'est parce que le ministère est complaisant. Mais en tout cas, ça concernait voilà, sur une zone où il y a des grosses exploitations à transmettre, pas beaucoup de refus en tout. Mais les préemptions de la SAFER, c'est environ 1% du marché foncier total. Donc, on est un peu moins d'1% là de refus, mais c'est euh, c'est pas parce qu'il y a une régulation qu'elle doit être massivement appliquée. Dernier petit point pour vous montrer un petit peu donc, où sont les surfaces concernées par le marché sociétaire en 2023. Plutôt dans le nord et l'ouest de la France. Donc, le nord de la France, c'est là où il y a le plus de locations. On est beaucoup plus propriétaire exploitant dans le sud de la France. Donc là, c'est assez cohérent avec les fermages. Le nombre de déclarations par département, vous voyez qu'il y a une surreprésentation dans l'ouest de la France et dans le nord de la France. Et la Bretagne est un endroit qui n'est pas là où c'est le plus impacté, mais c'est quand même un endroit où il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et surtout, la Bretagne est un territoire qui est très attaché au contrôle des structures et très attaché à la régulation foncière. Et donc, on peut imaginer que c'est un endroit où la DRAF sera peut-être plus regardante que dans d'autres territoires. Je pense notamment à l'est de la France où le contrôle des structures est totalement laissé en jachère et en désuétude. Voilà, j'ai fini à peu près ma présentation. C'était peut-être un petit peu rapide pour un truc un petit peu complexe, mais je vous propose qu'on puisse prendre un temps d'échange aussi là-dessus, en questions-réponses,
plutôt que de m'attarder très longtemps sur des diapos très compliqués qui vous perdraient de toute façon. Pas parce que vous êtes bête, mais parce que c'est compliqué et que moi, je mets toujours un temps infini aussi. J'ai été obligé de me replonger là-dedans parce que j'avais beau savoir et mener pas mal de travaux là-dessus. Ça m'était un peu sorti de la tête pour les petits détails. Je rends la parole. Merci Tanguy pour cette intervention, pour la présentation et de t'être replongé dans ce gros dossier. Du coup, il y a eu quelques questions dans le chat que je vais lire et ensuite, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire les vôtres à la suite. Du coup, la première question, c'était de Guy Durand qui demandait est-ce que le seuil d'agrandissement significatif s'applique à la propriété ou à l'exploitation? Alors, le seuil d'agrandissement significatif, il s'applique euh, aux bénéficiaires effectifs. Ça n'est pas un seuil ça n'est pas un seuil de contrôle de la taille de l'exploitation agricole. C'est un seuil de contrôle de ce qu'une personne physique peut contrôler comme terre. Cette personne physique peut être elle-même exploitante agricole, et auquel cas ça peut se superposer avec sa ferme, mais il peut très bien être exploitant agricole, mais aussi contrôler des terres qu'il va le mettre à disposition de tiers et pas de sa ferme en elle-même. Et donc, ce qui va être regardé, c'est qu'est-ce qu'il contrôle en totalité, qu'il l'exploite ou qu'il ne l'exploite pas. Mais cette personne peut être typiquement le bénéficiaire effectif d'une société qui contrôle des terres, mais qui n'est pas lui-même exploitant. Par exemple, pour vous donner une idée, Luc Moineville, qui est paysan retraité, qui est le gérant de la foncière Terre de Liens. La foncière Terre de Liens contrôle 10 000 hectares. Si on veut revendre euh, 40% des parts de la foncière Terre de Liens, ça serait soumis à contrôle, ou peut-être le jour où Luc arrêtera et quelqu'un d'autre prendra le contrôle de la foncière Terre de Liens, il est possible que cette personne soit soumise au contrôle de la loi sans passe-tout. Voilà. Donc c'est un cas très particulier parce qu'effectivement, c'est contrairement à ce qui est contrôlé, enfin, ce que recherche l'administration dans le contrôle de la loi sans passe-tout, les terres de la foncière Terre de Liens sont divisées en plein de petites fermes. Et donc, en fait, il y a quelque chose de correct qui se passe. Mais techniquement, ça pourrait rentrer sous ce contrôle. Et d'ailleurs, on avait demandé à ce que la foncière Terre de Liens soit exonérée du contrôle au moment des discussions avec les parlementaires. Et ça n'avait pas été retenu à l'époque. Merci. Il y avait ensuite une autre, là plutôt une remarque, une division donc des 1 853, enfin 1853 millions d'euros sur les 923 300 hectares de ton diapo, ce qui ferait 2 000 € par hectare, ce qui semble très faible. Est-ce que tu aurais une réaction par rapport à ça? Alors, c'est 1 milliard. Donc c'est pas 1 800 000, c'est 1 milliard. Donc là, j'ai pas fait le calcul de tête, mais je sais pas si on est exactement sur la bonne base. Guy, t'as fait le calcul comment? 1 million ou 1 milliard? Moi, j'ai refait le calcul, effectivement, je viens de le refaire là. Mais là, c'est encore l'inverse, on arrive à 200 000 par hectare. Et dans le message suivant, il y a quelqu'un qui a fait le calcul et qui arrive à 20 000 euros par hectare, qui me paraît à la fois beaucoup et pas forcément, ça dépend de Je, l'endroit. je reviens, encore une fois, je vous ai donné ces informations parce qu'elles sont données par la SAFER, mais il faut bien comprendre, c'est que je pense que, enfin, que ce soit je pense pas que ce soit 200 000, ça va être 20 000, mais là, j'ai pas ressorti ma calculette. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand la cession est notifiée à la SAFER, on dit on vend des parts sociales de sociétés qui valent tant. Et en fait, ce qui est regardé, c'est la valeur de l'actif. Et donc, dans l'actif, il va y avoir des terres, il va y avoir des bâtiments, il va y avoir la clientèle de la MAP, il va y avoir la marque de producteur, il va éventuellement y avoir des DPB, il va y avoir des tracteurs, il va y avoir des stocks d'eau de vie parce qu'on transmet une vigne à Cognac. Donc en fait, rapporter ces valeurs aux surfaces n'est pas forcément pertinent. Et aujourd'hui, Oui, on n'est pas capable. je viens de revérifier, hein, 1853 millions divisé par 900, ça fait 2 000 euros l'hectare, ce qui est effectivement très faible.
Ok, bah, ça veut dire que les actifs des sociétés sont assez faibles. Là, je j'ai pas, Hmm. enfin, faudrait que je me repose là-dessus. Je suis pas capable de qualifier ce chiffre-là tout de suite, mais en tout cas, gardez en tête que bah, peut-être que c'est des fermes qui sont pas très rentables qui sont vendues, et du coup, ça voudrait dire que leur actif vaut moins que la valeur du foncier qu'elles possèdent. Ça me paraît surprenant, mais là, je sais pas commenter à chaud comme ça mieux. Ok. Il y a une autre question dans le chat qui avait été posée avant, et ensuite je donnerai la parole à Capucine Godino. La question dans le chat, c'était concrètement comment fonctionne une ferme qui est détenue via des parts sociales? À quoi ressemblent ces fermes en termes de production, de gouvernance, de décision, d'organisation, etc. Est-ce que c'est comme en Nouvelle-Zélande où les propriétaires ne travaillent pas sur la ferme et ont juste des salariés qui sont chefs de production ou chefs de culture, etc. Alors, ça peut être totalement les deux. Euh, Puisque enfin, des fermes sous forme de parts sociales, vous en connaissez. C'est les SCI et les GFA qui ont été accompagnés par Terre de Liens Bretagne, qui sont sous forme de parts sociales de société. La foncière Terre de Liens est sous forme de parts sociales de société. Mais ça peut être effectivement cette méga ferme de la Vienne où il y a trois associés exploitants et 9 salariés. Ça peut être la ferme de Arnaud Rousseau dans la Marne, 700 hectares, un couple d'associés exploitants, mais dont un qui passe un peu trop de temps sur les plateaux de télé pour être vraiment sur son tracteur, et des salariés. Et d'ailleurs, il déclare 4 salariés si on regarde sur Papers, donc 700 hectares, 4 salariés, 2 exploitants. C'est vraiment très très fort productivement, ou alors il y a des salariés qui ne sont pas déclarés quelque part ou qui interviennent en entreprise en prestation de service. Donc voilà, ça peut techniquement la possession du foncier par part de société, ça peut recouvrir tous les types d'agriculture en France. Par contre, c'est vrai que plus on va vers des fermes sous forme de firmes, ce que le sociologue François Purseigle et la sociologue Geneviève Guyenne appellent des fermes en forme de firmes, donc où on a des sociétés qui vont posséder le matériel, des sociétés qui vont posséder le foncier, des sociétés qui vont posséder les marques, la transformation, et qui s'organisent comme des grands groupes capitalistes. Là, ça va forcément être sous forme sociétaire, alors que des fermes paysannes, on les connaît hors forme sociétaire. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'équivalence forcément entre la forme sociétaire et la forme non sociétaire. Et encore une fois, on peut très bien avoir un foncier qui n'est pas sous forme sociétaire et une exploitation qui, elle, est sous forme sociétaire. Pour vous redonner un exemple, donc la ferme, la méga ferme de la Vienne, donc c'était avant la vente une personne qui possédait les terres via des GFA avec sa famille, qui louait ses terres à 12 exploitations différentes, mais ces 12 exploitations étaient elles-mêmes possédées par la même holding, et cette holding possédait par ailleurs un groupement d'employeurs qui permettait d'employer les gens qui travaillaient sur ces fermes. Donc le groupement d'employeurs était réalisé par les 12 fermes. Il y avait même une CUMA qui était réalisée entre ces 12 fermes. Pour vous donner un peu le type de montage qu'il y a là-dessus. Enfin, je suis pas spécialiste de ça, j'ai pas plus loin. J'ai vu qu'il y avait William qui a peut-être travaillé un peu là-dessus aussi. Je sais pas s'il voudra intervenir ou pas derrière, mais je vous invite pour le coup à lire Le Nouveau Capitalisme Agricole, en tout cas l'article introductif du livre Le Nouveau Capitalisme Agricole qui est paru en 2016 aux presses de Sciences Po, donc par Geneviève Nguyen, François Purseigle et Pierre Blanc, qui explique ça de manière assez cohérente. Ok, merci. Eh ben, Capucine Godino, vous pouvez y aller. Eh ben merci, bonjour à tous, salut Tanguy. Je me demandais, en fait, il me semble que dans la loi Sans Passe-Tout, quand il y a des fermes trop grandes qui se créent, la SAFER est mandatée pour négocier des compensations. Hmm. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui, dans la loi, encadre un peu ces compensations en termes de surface à préserver pour d'autres modèles agricoles ou dans la nature des compensations. Qu'est-ce qu'on a, en fait, un peu de concret là-dessus? Rien. C'est ce que j'essayais de dire. Peut-être que c'est tellement incroyable que, enfin, soit je l'ai mal expliqué, soit c'est tellement incroyable que tu ne m'as pas entendu. Mais cette histoire de compensation, c'est ce que je disais. C'est en gros, je dépasse le seuil de 500 hectares, je rends 2 hectares pour une installation. Techniquement, je rentre dans le cadre du mécanisme de compensation de la loi sans passe. Donc et ça, c'est
une des mesures que nous, on demande depuis le début, on demandait au moment du vote de la loi, on avait proposé des amendements là-dessus, on continue à proposer des amendements là-dessus, mais pour l'instant, on n'est pas entendu, qui est de dire il faudrait que ce mécanisme soit à un pour un, c'est-à-dire bah, si je dépasse, je rends autant que je dépasse, mais ça ne, ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Alors, on a une autre question de Émilien Mondère. Je vais lui donner la parole et ensuite je retournerai dans le chat pour lire les questions qui sont venues ensuite. À Oui, ton bonjour tour. Tanguy, merci pour cette belle présentation. Moi, je siège à la SAFER d'Ille-et-Vilaine et du coup, en chaque début de réunion, on a la présentation des dossiers sans passe tous, mais à chaque fois, ça suscite assez peu de débats et c'est toujours validé. Je voulais savoir ce qu'on était un peu dans les autres départements et s'il y avait vraiment des refus qui étaient des fois donnés de ces dossiers-là. Alors, j'ai pas j'ai aucun sondage très précis là-dessus. Donc, j'ai ce retour que j'ai donné là de, de Centre-Val de Loire qui montre que sur 29 demandes d'autorisation, il n'y a eu que 2 refus en 2023. J'avais eu des retours de Bourgogne-Franche-Comté qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de refus. J'avais eu des discussions informelles en Pays de la Loire, pareil, où il y avait quasiment pas de refus. Euh, donc voilà, donc a priori, mais il faudra attendre l'instruction. Donc c'est le service du CGAER du ministère qui est chargé du bilan. Il faudra attendre un peu leur retour là-dessus. L'hypothèse qu'on faisait a priori et que, en tout cas, il n'y a rien qui vienne nous détromper aujourd'hui, c'est de dire que vu les capacités de dérogation, vu le flou de la loi, enfin, vu toutes les limites que j'ai nommées, en fait, à moins d'avoir une administration très pugnace qui va regarder les dossiers de manière très sérieuse avec une volonté politique affichée forte, il ne va rien se passer de particulier. On va pouvoir éviter les très très grosses opérations, les trucs emblématiques. Donc là, les 1700 hectares dans le Berry, clairement, là, ça serait contrôlé, ça pourrait pas passer, etc. Mais la concentration foncière, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la surface moyenne des fermes continue à augmenter de manière soutenue tous les 10 ans à chaque recensement agricole. Et en fait, une acquisition foncière en moyenne, c'est 4 hectares. Donc la concentration en moyenne, elle se fait 4 hectares par 4 hectares. Ça n'empêche pas que les fermes elles grossissent. Et donc, le contrôle des structures en Bretagne, je crois que le seuil de déclenchement, il est à 40 hectares maintenant. C'était 20 hectares avant. Et le seuil d'intervention de la SAFER, c'est au premier hectare de terre à vocation agricole. Donc vous voyez bien que on a 3 marchés qui sont contrôlés avec des seuils d'intervention qui sont très différents. Et le marché des parts de société, qui est a priori le marché où les plus gros opérateurs vont aller, c'est le marché où le seuil de déclenchement est le plus haut. Donc c'est là où on va être le moins efficace quelque part. Donc nous, une des choses qu'on demande aux législateurs, c'est d'harmoniser ce contrôle pour que le mécanisme soit le même, c'est-à-dire celui de l'autorisation administrative sur les 4 marchés que j'ai détaillés tout à l'heure, et avec le même seuil d'intervention pour ces 4 marchés. Et là, on pourrait éviter que les juristes s'amusent, s'en donnent à cœur joie pour utiliser un dispositif contre l'autre, jouer sur ceci ou sur cela. On n'en est pas là. Donc moi, je suis assez atterré de ce que tu me dis, Emilien, parce que si tu me dis qu'en Bretagne, encore une fois, en Bretagne, alors je sais qu'en Finistère, la DRAF est extrêmement pointilleuse sur le contrôle des structures, mais en Bretagne, où vous avez une pratique de la régulation foncière qui est parmi celles les plus tatillonnes en France, s'il n'y a pas beaucoup, enfin, si vous n'êtes pas très regardant là-dessus, je me dis qu'il y a peu d'endroits en France où ça doit être très regardant. Merci. Je retourne un petit peu dans le chat. Il y avait une question du Gab44 qui demandait si on devait retenir un chiffre, lequel ce serait, et qui poursuit la question en demandant si on sait quelle part de la SAU en cession de parts échappe au contrôle des structures chaque année et quelle est l'évolution de cette situation. Alors, la cession de parts ne permet pas forcément d'échapper au contrôle des structures. Elle permet plutôt d'échapper à la préemption des affaires. Euh, là, avec les chiffres qu'on a, c'est assez difficile à dire.
On estimait avant la loi Sempastous qu'il y avait environ 200 000 hectares qui échappaient au droit de préemption des SAFER. Et là, on voit qu'il y a 31% de 900 000 hectares. Je crois que j'avais fait le calcul, c'est environ 267 000 hectares qui étaient en cession de parts de société et donc qui étaient soumis à un contrôle plus faible que celui que pourrait opérer la SAFER sur le marché des ventes avec son droit de préemption. Et donc, ça correspond à la moitié des ventes classiques, en sachant qu'il n'y a pas de statistiques sur les transferts d'usage de terre par location. Il n'y a aucune statistique là-dessus, puisque le changement de bail, un propriétaire qui a un bail à une personne A et qui rompt ce bail, qui fait un bail à une personne B, ne le déclare à personne. Et donc, il y a aucune statistique là-dessus. Et je connais personne qui ait fait des recherches avec des proxys qui permettent d'estimer ça. Donc, ça me permet de détailler à chaque fois ce que nous, on demande avec la Terre de Liens, mais aussi la FNA, Bacter, la Conf, FNE, les Amis de la Terre, enfin tout un tas d'acteurs qui nous accompagnent là-dessus. Nous, on demande à ce que justement, il y ait un observatoire qui permette aussi de regarder les transferts de location. Mais aujourd'hui, c'est invisible. Donc, je ne sais pas retenir là-dessus. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 267 000 hectares qui changent de main en 2023 et qui sont soumis à un contrôle qui est plus faible que si elles étaient vendues sur le marché via les notaires ou que si elles étaient contrôlées par le contrôle des structures, si c'était des transferts de location. Il y a Bernard Perret qui lève la main. Allez-y. Ah, il faut rallumer votre micro, on vous entend pas. Oui, oui, effectivement. Oui, c'est une question un peu en marge là, du sujet. Émilien, tu nous as dit que tu siégeais à la SAFER. Ma question, c'est est-ce que tu sièges au comité technique en tant que terre de liens? Non, je siège pour Agrobio sans droit de vote. D'accord. Et Non, juste pour... alors du coup, les dossiers sont quand même bien présentés de façon assez explicite à chaque début de réunion. Après, c'est plutôt le côté qui a... Souvent, ça donne pas de suite, en fait. Ça fait... c'est présenté, puis il n'y a pas trop de suite qui est donnée à ces dossiers-là. Contrairement aux dossiers classiques qui, eux, sont vraiment étudiés et épluchés avec des d'accord. refus. Mais donc, tu as une présence d'auditeur, quoi. Oui, en tant que spécialiste de la bio. OK. Bon, mais c'est intéressant à savoir, malgré tout. Bonne pratique à garder. Pour information, Terre de Liens est auditeur au conseil d'administration de la SAFER en PACA, par exemple. Je D'accord. crois pas que ça soit dans aucune autre SAFER. Mhm. Il y avait encore une dernière question dans le chat. C'était la question de savoir si il y avait un impact de la loi Sans Passe-Tous sur les aides PAC. Euh, alors, a priori, non, puisque si tu transfères les parts de société d'une SCA qui touche la PAC, bah, la personne enfin, la ferme va continuer à toucher la PAC. Donc, l'impact, c'est le fait de pouvoir contrôler plus ou moins de surface, en sachant que les aides sont proportionnelles à la surface. Donc, ça, voilà. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de loup là-dessus. Par contre, les modèles à part sociale peuvent avoir une influence sur la PAC dans la mesure où les 52 premiers hectares sont surprimés. Et que donc la surprime aux 52 premiers hectares, si par exemple dans la Vienne, il y a 12 SCEA, donc il y a 12 fois la surprime aux 52 premiers hectares, alors que si c'était reconnu comme une seule ferme, puisque finalement elle est contrôlée par la même personne, il n'y aurait qu'une seule fois la surprime aux 52 premiers hectares. Arnaud Rousseau, 4 SCEA, 700 hectares. Il y avait un complément d'enquête qui avait fait le calcul, là je sais plus, mais bon, c'était pas massif, mais je crois il gagnait 6 000 euros de plus par an avec le fait d'avoir 4 SCEA au lieu d'avoir une seule SCEA. Donc, comme il gagne 180 000 euros pour sa participation au conseil d'administration d'avril,
6 000 euros, c'est un peu de l'argent de poche pour lui. Mais pour vous et moi, ça fait quand même pas mal d'argent public. Une nouvelle question dans le chat. Quelles sont les positions des différents syndicats agricoles sur cette question du marché foncier via les transferts de parts de société? Alors, ça c'est très intéressant. Alors, la position de la Confédération paysanne, à 99,9%, elle est la même que tout ce que je viens de vous dire, et la même que celle de la FNAB, que celle de Terre de Liens. Donc, je n'y vais pas là-dessus. J'ai, j'ai jamais eu cette discussion avec les gens du MODEF, mais honnêtement, je pense qu'ils partagent ça aussi. Par contre, la FNSEA et les JA. La FNSEA et les JA se disaient être contre le contournement des affaires avec l'utilisation des parts sociales de société. Pendant toutes les années 2010, ils ont gueulé contre les Chinois qui ont acheté dans le Berry. Ils ont, voilà, tout ça, ils n'étaient pas d'accord, méchants, pas contents. Dans le même temps, M. Arnaud Rousseau, qui était président de la FNSEA de son département, qui était au bureau de la FNSEA nationale, constituait sa ferme en utilisant le mécanisme qui était dénoncé par son syndicat. En même temps, ce n'est pas du macronisme pour rigoler, exactement, en même temps que son syndicat dénonçait au niveau national le contournement de la SAFER, il utilisait ça pour constituer sa ferme. Je disais, après cette petite parenthèse, que la sincérité de la FNSEA là-dessus est questionnable. Il y a très très clairement les gens syndiqués à la FNSEA qui sont à la tête de la Fédération nationale des SAFER ou qui sont dans les SAFER, je pense, avaient vraiment à cœur que ça existe et vraiment je les crois totalement sincères sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que la FNSEA, au vu de ce qui s'était passé sur les dernières années, était obligée de soutenir ce type de mesures. Mais je pense aussi qu'elle a œuvré de manière à ce que la loi sans passe-tout ne soit pas trop restrictive. Ce ne sont pas les seuls à avoir œuvré dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a eu un, un modus vivendi au sein de la tête de la SAFER disant on préserve les SAFER, on refuse la fin de la régulation, donc on maintient la régulation, on met la régulation, mais on ne va pas être trop regardant. Il faudrait quand même pas qu'on puisse trop se faire emmerder pour être compétitif à l'international, puisque c'est quand même ça, hein, tout l'enjeu derrière, tout le discours derrière, il est quand même sur la compétitivité. Et donc, on est un peu sur ce deux poids, deux mesures, ou sur cette espèce de double discours qui est que on va essayer de limiter les très grosses opérations, les effets emblématiques pour éviter les remous, mais on va pas être trop regardant non plus. Et pardon, parce que j'ai pas complètement fini de répondre à la question qui était posée. Sur la coordination rurale, je ne sais pas où en est la coordination rurale sur ce sujet. Il faudrait leur demander. Je suis pas sûr qu'ils soient totalement homogènes non plus. Typiquement sur ces choses-là, alors, mon hypothèse, ça serait qu'il y a des gens à l'intérieur qui diraient, bah, faut quand même pas nous empêcher d'avoir des fermes plus grosses, plus compétitives, mais qui auraient quand même aussi un réflexe poujadiste de dire oui, mais on veut quand même des fermes pas trop grosses et pas trop firmes. Voilà. Mais en tout cas, au moment de ce débat-là, il n'y avait pas eu de communiqué particulier de la coordination rurale, alors qu'il y avait eu une communication conjointe des SAFER, des JA, de la FNSEA et de Chambre d'agriculture France, qui en même temps avaient posé une même position pour la loi sans passe-tout. Et nous, au final, avec la Conf, Terre de Liens, la FNAB et d'autres, on s'était positionné contre la loi sans passe-tout parce qu'on partait du principe qu'une loi qui contrôlait à minima, mais qui n'empêchait pas la concentration foncière réellement, serait une loi qui nous empêcherait d'avoir un vrai mécanisme de contrôle. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, bah,
en fait, ça marche pas, il faudrait faire, on dit, ah non, mais il faut attendre au moins 5 ans de voir l'effet de ça et voir si ça marche. Sauf qu'en fait, on dit depuis 10 ans, on dit que dans 10 ans, il y a 50% des terres qui vont s'échanger parce que tout le monde arrive à la retraite. Donc, du coup, au vu de l'urgence, c'était un peu une victoire à la Pyrrhus que de faire passer cette loi sans passe-tout. Merci pour la réponse. Il y a la FRAB Bretagne qui donne une info qui dit que donc la FRAB a présenté sa candidature pour entrer au conseil d'administration de la SAFER Bretagne, en plus des GAB qui sont dans les comités techniques départementaux, et que ça n'a pas été obtenu pour l'instant, mais que la Confédération paysanne devrait soutenir cette candidature. Et il y a deux autres questions. Une question sur la Fédération nationale des SAFER. Est-ce qu'elle trouve que la loi est bonne telle qu'elle est? Comment gère-t-elle sa schizophrénie? Et quid des nouveaux acteurs du portage foncier, FEV, etc. Alors, officiellement, la SAFER dit qu'elle est contente de la loi et qu'elle est contente de cette vue attribuée, cette capacité à contrôler. Euh, et la position aujourd'hui de la FNSAFER, c'est de dire on ne veut pas de grandes lois foncières parce que comme ce sont les libéraux qui sont à la manette, ils vont essayer de détruire la SAFER. Ça, c'est la position de la SAFER. C'est une position enfin, qui est compréhensible, que nous, on ne partage pas à Terre de Liens et avec d'autres acteurs, parce qu'on pense que, en fait, la SAFER étant de plus en plus difficilement active sur le contrôle, ne pas changer les choses, c'est admettre qu'elle va devenir de plus en plus inefficace. Et au bout d'un moment, si elle est trop inefficace, on en profitera pour la passer par pertes et profits. Donc nous, on défend qu'il faut améliorer sa régulation. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des textes pour renforcer le pouvoir des SAFER, ils ont été votés. Donc la loi sans passe-tout a été votée. Il y a une loi qui devrait arriver la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, alors sur un truc un peu particulier qui est le droit de préemption partielle des SAFER, je ne rentre pas dans les détails, qui a priori va être votée. Elle est transpartisane, elle est portée de LFI à LR. Du coup, moi, mon expérience, c'est plutôt que les textes de régulation foncière ont tendance à passer. Alors, pas forcément de la manière que nous, on voudrait qu'ils passent, mais ils ont quand même tendance à passer. Donc, on pense que la SAFER est trop prudente, la FNSAFER est trop prudente là-dessus. Après, sur gérer, enfin, la schizophrénie des SAFER, elle est à de multiples niveaux. Je ne sais pas forcément comment ils la gèrent, ça, j'ai pas cette capacité psychologique et je pense que tu as autant de points de réponse, Sylvain, que moi, parce que tu les fréquentes aussi beaucoup, même si c'est en local en Normandie. Il y avait ensuite le complément de la question sur les nouveaux acteurs du foncier, enfin du portage foncier. Euh, Comment ça les impacte et comment ils se positionnent? Euh, je suis pas sûr que ça les impacte. Faudrait regarder dans le détail. Je pense à une structure comme FEV, par ailleurs. Euh, FEV, il constitue des petites SCI à chaque fois, mais au début, il contrôle toutes les SCI, donc les transmissions du capital de FEV seraient éventuellement contrôlées par Sampastu, mais en fait, là-dessus, enfin, je serai le premier à vous dire que les startups de l'installation euh, ne sont pas, font pas exactement la même chose que Terre de Liens. Néanmoins, sur ce coup-là, je pense pas que ce soit des acteurs, ça peut être des acteurs de la financiarisation des terres, mais ça ne sont pas des acteurs de la concentration foncière particulièrement. Du coup, je pense pas qu'elles soient particulièrement visées et particulièrement impactées dans cette loi. Par contre, ça pourrait, si quelqu'un essayait de prendre le contrôle de FEV, de faire une OPA hostile sur Ferme-en-Vie ou une OPA hostile sur Terre de Liens, si tant est que ça soit possible, je suis pas sûr. Eh bien, ça pourrait effectivement avoir un mécanisme de contrôle là-dessus. Mais je pense pas que ça soit l'enjeu. Et pour Elan, je pense pas non plus.
Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas tant de marché de parts sociales de société. Par exemple, la foncière Terre de Liens, les gens, ils prennent des parts, ils revendent leurs parts à la foncière Terre de Liens, mais ils se revendent pas des parts entre eux, en fait. Du coup, je pense pas que ça se joue particulièrement. Ok. Euh, et ensuite, une question en lien avec les élections municipales à venir. Est-ce que les élus communaux et intercommunaux ont un poids sur le sujet de la régulation foncière? Et si oui, quelle demande est-ce qu'on pourrait formuler auprès d'eux? Alors, directement, les élus communaux peuvent réguler le foncier sur des zones définies en relation avec les aires d'alimentation de captage. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de préemption, le droit de préemption communal est étendu à certaines surfaces liées aux aires d'alimentation de captage. En dehors de cela, la régulation des terres agricoles est confiée soit à l'État, soit à la SAFER. Du coup, indirectement, elles peuvent être associées. Alors, sur le contrôle des structures, il faudrait regarder, là je ne me souviens plus s'il y a quelqu'un qui a une idée s'il y a des collectivités dans les CDOA. Je veux bien cette information-là, je ne me souviens plus. Je sais que dans les comités techniques SAFER et dans les conseils d'administration des SAFER, il y a des représentants de l'association des maires du département ou de la région, du département et au niveau régional, du conseil régional. Du coup, les collectivités peuvent, à travers leur représentation dans ces instances, donner leur avis et participer au vote lorsqu'il y a des votes. Le problème là-dessus, c'est que souvent, les gens qui vont siéger là pour les collectivités territoriales vont siéger là sur des positions qui sont plutôt agricolo-agricoles, et c'est souvent des agriculteurs ou des agriculteurs retraités, et le plus souvent aussi des agriculteurs issus du syndicalisme majoritaire, donc ça, qui vont plutôt défendre en fait leur position de syndicalistes majoritaires que leur position d'élus, parce que les collectivités ont peu ou pas de position sur la question de la régulation foncière. Pour vous donner un exemple, on a eu un cas assez compliqué avec la SAFER en Maine-et-Loire l'année dernière. Et donc, il y a un comité technique qui a refusé, enfin, qui a attribué pour des agrandissements plutôt que pour l'installation d'un collectif de jeunes qui voulaient convertir des terres en bio en zone Natura 2000 et faire des circuits courts. La communauté de communes avait écrit à la SAFER en disant le projet des jeunes n'est pas pour enfin pardon est totalement cohérent avec notre PAT, donc on aimerait bien que ça aille à ces jeunes parce que ça nous permet de réaliser les objectifs de notre PAT, mais ils n'ont pas été consultés par la personne qui représente les collectivités au comité technique SAFER, qui s'avère être quelqu'un issu de la FNSEA. Alors, je ne sais pas ce qu'a voté cette personne puisque on n'a pas accès, on n'a pas le droit d'avoir accès aux décisions de SAFER, ce qui est un autre problème puisque les réunions sont à huis clos et que la teneur des débats n'est pas censée être publique. Mais en tout cas, la communauté de communes à l'époque regrettait de ne pas avoir été consultée, alors que c'était totalement ça rentrait totalement en cohérence avec ses orientations de PAT qu'elle aurait aimé avoir son mot à dire au comité technique. Donc voilà, donc que les collectivités rentrent en contact avec leurs représentants au sein des comités techniques et puissent éventuellement donner des informations. Mais ça, c'est pas que pour la loi sans passe-tout, c'est pour toute régulation foncière et intervenir éventuellement en CDOA si elles ont ce pouvoir. Et après, pardon, il y a tout un tas d'actions foncières que peuvent mener les collectivités indépendamment de la régulation stricto sensu. Pour le coup, je vous renvoie au guide Terre de Liens, Agir sur le foncier agricole avec les collectivités territoriales. Vous trouvez ça, c'est en téléchargement et accessible avec les collègues de Terre de Liens, d'aller feuilleter tout ce que peuvent faire des collectivités là-dessus. Il y a aussi le site Récolte qu'on tient avec l'INRA qui détaille plein d'expériences d'actions foncières menées avec des collectivités territoriales. Donc il y a plein de choses à faire pour les collectivités territoriales. Et pour ajouter une petite précision, en Ille-et-Vilaine notamment, il y a le conseil départemental qui a un dispositif de portage foncier
qui Mm. permet de mettre en réserve des terres pendant jusqu'à 2 ans et qui prend en charge du coup les frais de gestion du foncier. Et le département du coup siège au comité technique de la SAFER. Et si Émilien, tu veux apporter des précisions comme tu sièges en SAFER par rapport à leur action, c'est bienvenu. Mais en tout cas, c'est un acteur qui est bien écouté dans le comité SAFER et qui a du poids pour notamment favoriser des installations en agriculture bio. Oui, tout à fait. C'est que la SAFER, nous, viennent à trois dans le comité technique SAFER. On a 2 salariés plus l'élu. Il n'y a que l'élu qui a un droit de vote, mais les salariés interviennent assez régulièrement pour orienter les débats. Ok. Et donc enfin, pour le coup, je parle sous le contrôle des collègues de Bretagne, mais il me semble que sur les actions de Terre de Liens en Ille-et-Vilaine, c'était la très majeure partie des projets qui passaient par ce dispositif. C'est des dispositifs qui existent aussi. Il y en a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a en Occitanie. Enfin voilà, il y en a dans, je pense même peut-être une majorité des territoires français. C'est des très beaux dispositifs qui sont plus ou moins mobilisés, mais en tout cas, ils offrent des solutions assez utiles et assez importantes. Alors, je propose de prendre encore 2, 3 questions dans l'objectif de finir à 15h30. Une question dans le chat. Est-ce que les SAFER sont favorables à un observatoire du foncier comme défendu par Terre de Liens et AGTR? Euh, je ne sais pas. Enfin, je- la SAFER opèrent une partie de l'observation foncière en France et on les remercie et les, ce qu'ils publient tous les ans est très intéressant sur ce sujet. Il y a certaines opérations, certaines informations qu'ils n'ont pas. Donc sur ce qu'on défend au niveau d'observation foncière en France, on défend d'ailleurs aussi au niveau européen. On aimerait bien avoir ça au niveau européen. Euh, je connais pas la position des affaires là-dessus. Je sais par contre que sur la question du registre des bénéficiaires effectifs, ils étaient très volontaires pour l'avoir et des discussions que j'ai pu avoir récemment, ils étaient un peu désabusés et voilà, ils pensaient qu'ils ne l'auraient pas, mais ils étaient un peu désabusés de ne pas l'avoir. Néanmoins, les SAFER gardent cette position d'essayer de pas trop intervenir, de peur que des amendements viennent plutôt les déshabiller que les renforcer, si elles sont mises sur le devant de la scène d'un point de vue législatif. Et il y a une dernière question dans le chat. Donc, quelqu'un qui demande si j'ai bien suivi, la SAFER ne pourrait intervenir même dans le cas d'une cession à 100%, car retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors non, la cession à 100% est possible. Donc je reviens un tout petit peu sur cette histoire-là. Pourquoi le droit de préemption sur la vente partielle de société est interdite? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une société, vous en vendez 75% à une tierce personne et vous restez propriétaire des 25% suivants. La personne à qui vous vendez ces 75%, c'est quelqu'un que vous avez choisi. Donc, en gros, vous vous retrouvez associé dans la société à 75-25 avec quelqu'un que vous avez choisi. Si la SAFER était en mesure de préempter ces 75% de parts sociales, ça voudrait dire que la SAFER devienne le propriétaire de ces parts sociales à la place de l'autre. Ça voudrait dire que vous forcez une personne à s'associer avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Et ça, c'est pas interdit directement par la loi, mais il y a un principe jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jugements de tribunaux, notamment de cours de cassation, qui disent qu'on n'a pas le droit de forcer les gens à s'associer ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un principe jurisprudentiel, donc, qui est appelé l'affectio societatis, c'est du latin, les juristes adorent le latin, et c'était jugé contraire à la liberté d'entreprendre et donc à cette liberté d'entreprendre avec les personnes qu'on a choisies. Et c'est là où le Conseil constitutionnel est intervenu. Dans la mesure où on vend 100% des parts sociales de société, la SAFER, si elle préempte, devient propriétaire de 100% des parts sociales de société, et donc elle ne force personne à s'associer avec elle, et donc là, ça ne rentre pas dans la réserve du Conseil constitutionnel. Et de facto, elle a le droit de préempter sur les ventes de 100% de parts de société, même si elle peut être un peu gênée, puisqu'encore une fois, on a bien dit, la société, c'est tout qui est à vendre.
Et donc, ça veut dire que la SAFER, elle se retrouve avec des silos à grains, des tracteurs, du matériel, des animaux, et qu'elle n'a pas forcément la volonté de gérer ça. Donc, la SAFER, elle est quand même beaucoup plus tranquille à préempter des terres et des bâtiments. Déjà, préempter des bâtiments, c'est prendre un certain risque, que de préempter des parts sociales de sociétés et de devoir gérer des sociétés de A à Z le temps de retrouver un acquéreur. Eh ben, merci Tanguy, on arrive à la fin des questions. Merci à tous et toutes d'avoir posé vos questions. Est-ce que Tanguy, il y a des choses qui te reviennent en mémoire que tu aurais envie de partager, des choses que tu n'aurais pas dites ou auxquelles les questions t'ont fait penser? Hmm. Non, pas particulièrement. Ce que je voudrais redire ici, et que ça soit vraiment enregistré quand ça sera sur Internet, c'est de dire on peut avoir des positions divergentes avec la stratégie de la FNSAFER. On peut avoir des positions divergentes sur certaines opérations avec les SAFER, comme d'ailleurs on a parfois aussi des avis divergents avec la Confédération paysanne. Et là, j'ai rien qui me vient en tête de divergence avec la FNAB, mais ça peut nous arriver. Mais que rien de ce que j'ai pu dire au cours de ce webinaire, qui peut marquer des points de désaccord avec les SAFER, la stratégie des SAFER, n'amène à dire que on est contre les SAFER. Et je sais que elles sont souvent sur la sellette en étant les policiers du foncier. Quand on est policier, on n'est pas toujours aimé de la population. Donc c'est des fois une image qui n'est pas forcément facile à tenir. Nous, vraiment, on défend à Terre de Liens, mais je pense que je peux embarquer même Acter et la Confédération paysanne. L'existence et le rôle des SAFER, c'est extrêmement important pour nous, et que toute mesure qui va pour renforcer leur rôle et leur capacité de régulation des marchés fonciers nous paraît quelque chose d'excessivement important. Donc il faut faire attention à dire on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils peuvent faire parce que bah, voilà, on ne parle pas du même endroit, mais que on défend mordicus leur existence et qu'on a même envie qu'elles aient plus de moyens, plus de facilité pour réguler le foncier. Ça nous paraîtrait une très très bonne chose. Donc voilà, rien de ce que je n'ai pu dire au cours de ce webinaire va vers l'idée qu'il faudrait se passer des affaires ou que les affaires auraient un rôle globalement négatif sur le foncier en France, parce que on pense exactement tout l'inverse. Et d'ailleurs, à Terre de Liens, on serait mal placé pour dire le contraire, puisque une majeure partie des acquisitions qui sont faites aujourd'hui par la foncière Terre de Liens passent par l'intermédiaire des SAFER. On vient de publier un rapport sur le partenariat qu'on a avec les SAFER depuis 20 ans, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Donc voilà, y a aucun, il y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas de schizophrénie de Terre de Liens avec les SAFER. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on n'est pas attributaire, on n'est pas content de ne pas être attributaire, rarement malgré tout. Et globalement, c'est important qu'il y ait une régulation foncière. Ensuite, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre le travail du groupe informel qu'on a au niveau national sur ces questions, qui s'appelle la Coalition foncière, auquel participe la FNAB, auquel participe Terre de Liens, Acter, la Confédération paysanne, les Amis de la Terre, France Nature Environnement, d'autres organisations aussi selon les sujets. On a sorti un document il y a quelques années qui s'appelait Préserver et partager la terre, que vous pouvez trouver sur notre site internet ou sur celui d'Acter, qu'on est en train de retravailler et qui devrait paraître au printemps. Et donc là, il y a toutes les propositions politiques à défendre pour faire en sorte que cette loi sans passe-tout soit vraiment efficace et que la régulation foncière soit vraiment efficace. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à surveiller d'ici quelques mois le site internet de Terre de Liens pour retrouver ce document. J'essaierai de le diffuser. Vous avez de la chance puisque le représentant national là-dessus, c'est Alan Tétard, et donc qui est breton entre les Bretons, et qui ne manquera pas, je pense, de vous diffuser ces informations. Effectivement, c'est le secrétaire national Futur Bio à la FNAB et c'est aussi l'administrateur d'AgroBio et qui fait partie du groupe de travail foncier. Et ben merci en tout cas Tanguy pour ta participation à ce temps d'échange et pour ta présentation, et aussi merci à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir posé des questions et d'avoir rendu l'échange vivant. Et ben voilà, c'est terminé. Une bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée.
Au Merci revoir. beaucoup, à bientôt. Merci Merci. beaucoup, c'était hyper intéressant. Au revoir. Merci.